Let go your superstitions and your silly conspiracy theories. This is real, goddammit. This is real and you are part of it. Whether or not you accept it, you are part of it. Oh, you lazy masses arise. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Auteur de violences sexuelles derrière le masque. Je m'appelle Aurane Bayard, je suis psychologue clinicienne et psychocriminologue. Je vous invite ici à me suivre dans mes analyses sur les profils d'auteurs de violences sexuelles. Vous écoutez le 3e épisode intitulé Le maître du jeu et ses compères. Alors c'est parti, on démarre tout de suite. Comme d'habitude, je démarre ce podcast par la lecture d'une situation. C'est le résumé d'un récit anonyme partagé en ligne par la victime en 2020 sous l'intitulé « Une soirée, tout ce qu'il y a de plus chouette s'est transformé en tout ce qu'il y a de plus sordide ». Le texte est disponible sur le site slat.fr. Nous sommes à Sydney, en Australie, en 2018. L'histoire commence la veille d'un long week-end férié. Il fait beau et chaud. Une jeune femme de 30 ans rejoint des amis pour boire quelques verres d'alcool dans un bar. Après minuit, elle rejoint une boîte de nuit avec certains de ses bons amis. Ils consomment plusieurs verres d'alcool sur place, s'amusent. Un inconnu du même âge, Louis, vient au-devant d'elle. La jeune femme est séduite. Ils sympathisent, finissent par s'embrasser et s'amusent. Vient le moment du départ. Ils décident de rentrer ensemble en Uber car ils vivent à proximité l'un de l'autre. Le conducteur les dépose devant chez Louis. Le couple monte chez lui. Ils discutent, s'embrassent, s'amusent sur le balcon. Ils finissent au lit où ils ont un rapport consenti et tendre à la suite duquel ils discutent et s'échangent leur numéro de téléphone. Puis la jeune femme s'endort. Plus tard, elle se réveille alors qu'elle est pénétrée vaginalement. Elle ouvre les yeux et voit que l'homme qui la pénètre tourne la tête sur le côté. Elle ne reconnaît pas les cheveux de son amant et éprouve une impression d'étrangeté. Elle questionne l'homme qui la pénètre. Il répond vite fait et la jeune femme ne reconnaît pas sa voix. Elle pose les mains sur les épaules de l'homme et comprend que ce n'est pas Louis. Elle hurle et repousse l'homme qui se lève et sort en courant de la chambre. La victime reste un instant choquée sur le lit, puis rejoint la porte de la chambre. Elle l'ouvre et découvre 2 hommes en caleçon. Elle hurle « Vous plaisantez ?» et referme la porte pour aller rassembler ses affaires en panique. Louis entre dans la chambre, elle l'insulte et l'accuse. Louis apparaît incrédule, il dit qu'il ne comprend pas. La victime sort de l'appartement et se dirige vers la sortie. Louis la suit dans les escaliers en répétant son incompréhension. Elle prend soudain conscience d'une chose et lui dit qu'elle doit aller vérifier le numéro de l'appartement pour aller le donner à la police. Elle remonte. Louis ne s'oppose pas et la suit, toujours incrédule, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la rue. Là, la victime doute et demande à toucher les épaules de Louis. Il se laisse faire et elle revient à sa conviction qu'un autre l'a pénétrée. Elle reprend sa route vers le commissariat. Il arrête de la suivre. La victime arrive au commissariat vers 3 ou 4 heures du matin, où elle reçoit un SMS incrédule et amical de Louis. Traduit de l'anglais, cela donne « Julie, je n'ai pas compris ce que tu disais, j'espère te voir bientôt, j'ai passé une nuit géniale. » La victime lui répond, l'accuse d'être complice du fait qu'un des 2 hommes chez lui l'a pénétré à sa place. Louis continue de nier. La victime se remet à douter un instant, puis elle revient à sa conviction en se rappelant les éléments significatifs. L'homme tournait la tête, il avait du poil sur les épaules, elle n'a pas reconnu sa voix, il est parti du lit en courant, et puis 2 hommes se tenaient en caleçon derrière la porte. Pour vous communiquer quelques informations complémentaires, l'homme qui a violé cette jeune femme était le frère de Louis, en visite à Sydney pour 2 semaines. Il a été arrêté, confondu par son ADN et condamné à 3 ans de prison. Louis, lui, n'a pas été poursuivi. Il est reparti au Mexique
avant le procès. Le troisième homme était un ami du frère de Louis. Avant de passer à l'analyse, j'aimerais commencer par une remarque sur les spécificités de cette situation. Elle se découpe en 3 séquences. La rencontre est le début d'une relation amoureuse entre Louis et la jeune femme, pour commencer, puis le viol par le frère de Louis, et enfin une phase de déstabilisation. Remarquez déjà que dans ce découpage, celui qui viole et celui qui interagit avec la victime ne se confondent jamais. Et pourtant, la complicité entre les deux protagonistes est évidente. En effet, quand plusieurs personnes sont impliquées dans la commission d'un viol, il faut observer ce que la situation révèle de la dynamique relationnelle entre les auteurs. À quelle fin les personnes impliquées ont-elles recours au viol? Allez, encore un peu de patience, je vous explique tout ça plus en détail dans un instant. À la lecture de ce cas, la première question qui me vient concerne l'approche, car celui qui a repéré et placé la jeune femme dans une situation propice à l'agression n'est pas celui qui a violé. Est-ce un passage à l'acte opportuniste, sans organisation préalable ni entente entre les frères, ou y a-t-il eu préméditation pour un viol collectif qui aurait échoué? Autrement dit, était-ce un piège? Personnellement, je pense que le scénario avait déjà été pensé par Louis à minima. Ce n'était peut-être pas une préméditation pour ce soir-là, ce n'était peut-être pas une prévision très investie, mais des éléments démontrent que la situation ne s'est pas mise en place non plus dans un hasard complet. Pour commencer, discutons cette phase d'approche. Louis repère la victime qui, en dehors de boire de l'alcool, n'a rien d'une cible vulnérable. Elle a 30 ans, elle est gaie, entourée de 2 amis hommes au bar. Louis vient vers elle, très séducteur, sûr de lui, et tout de suite ils se plaisent. Rien dans cette rencontre ne paraît vraiment louche. Tout cela pourrait ressembler à un réel coup de cœur réciproque. Si c'est bien le cas, nous ne sommes pas là dans une approche en préméditation d'un viol. Et pourtant, il me semble que c'était déjà potentiellement le projet, car cette rencontre n'était pas un réel coup de cœur pour Louis. Car si cette histoire avait commencé dans ce sens, il est fort peu probable qu'il ait permis à son frère de se faire passer pour lui pour violer sa nouvelle petite amie. Personnellement, je pencherais plutôt vers l'idée que Louis maîtrise l'art de la séduction. Ses conquêtes le flattent et il a sans doute besoin de les collectionner pour entretenir un sentiment de puissance psychologique en tant qu'homme dans son rapport à la femme. Cependant, on ne peut pas dire que cette rencontre était destinée à trouver une victime. Elle pouvait aussi être investie comme le plan d'un soir. Ainsi, vous me direz, très bien, c'est un séducteur, mais cela n'en fait pas un organisateur de viol. Non, en effet. Mais il y a pourtant quelque chose chez Louis qui dénote, une déduction qui s'impose en regard de la suite de l'histoire. À l'évidence, Louis est complice du viol. Il n'a pas pu penser que son frère n'avait rien fait, ou que peut-être la victime avait fait un cauchemar, ou qu'elle a fait une crise d'hystérie à son réveil, qu'il y aurait eu un malentendu. Louis n'a pas pu non plus être dans le déni face aux reproches paniqués de la victime, faute de pouvoir envisager que son frère le trahisse pendant qu'il avait quitté sa chambre, le temps d'aller aux toilettes par exemple. De tels scénarios ne sont pas psychologiquement plausibles, cohérents. Mais encore un peu de patience, je vais vous expliquer pourquoi juste après, lorsque nous aborderons les stratégies de défense de ces 2 hommes et lorsqu'il sera question d'interroger les attitudes de celui qui a violé. Revenons-en pour le moment à décrire plus avant la phase d'approche. Plutôt habile d'ailleurs, puisque je pars sur l'hypothèse qu'il y a eu une approche volontaire. Après le repérage vient une phase de séduction de la victime. Et pour moi, cette étape du mode opératoire est essentielle pour cet auteur complice, car c'est, avec son endormissement et quelques verres d'alcool, le seul facteur qui met la victime en vulnérabilité. Une jeune femme adulte, très affirmée, c'est un choix risqué au départ. Mais un regard intense et le sourire jusqu'aux oreilles de Louis ont pu manifestement œuvrer à endormir la vigilance de la victime. Elle est en confiance. Cet auteur, par complicité, ne choisit pas une personne vulnérable,
mais il se sert des émotions positives qu'il produit chez cette dernière pour créer une mise en condition, une forme de vulnérabilité. Il se sert de sa capacité à séduire comme d'une arme. Ou en tout cas, il sait que ça peut être une arme. La séduction a alors pour lui deux fonctions. Elle lui apporte un sentiment de maîtrise sur l'autre, et c'est aussi un moyen pour mettre en situation la victime. Séduite, fatiguée et satisfaite, elle s'endort. Un dernier point encore sur l'approche. Je n'affirme pas qu'il y a eu préméditation pour ce soir-là spécialement. Le frère de Louis était là pour 2 semaines. Peut-être les faits auraient-ils pu se dérouler un autre jour, un peu plus tard, avec une autre femme à peine rencontrée. Mais on peut penser que lorsque Louis est venu vers cette femme et l'a séduite, son intention n'était pas de la faire entrer dans une relation amoureuse. Cela car ce n'est pas compatible avec le fait de prêter sa compagne, et encore moins à ceux qui sont sous son niveau de pouvoir. Sur ce point, c'est la suite de l'histoire qui met en évidence chez Louis une attitude de leader et chez ses complices celle de subordonné ou de personne redevable. De là, deux options se présentent. Soit la femme devait être le plan d'un soir et quelque chose d'opportuniste s'est mis en place à ses dépens lorsqu'elle s'est endormie, soit elle a été choisie pour tenir le rôle de victime dans le scénario d'un groupe. Peut-être que les trois hommes s'étaient entendus avant, missionnant le plus séduisant, Louis certainement, pour ramener une fille aux deux autres. Moi, je pencherais plutôt vers l'hypothèse où Louis est à l'initiative de cette situation. En effet, maintenant que nous abordons le mode opératoire, je vais pouvoir vous expliquer les différentes hypothèses évoquées plus haut. Pourquoi je pense que Louis est le leader, pourquoi son frère lui serait soumis et pas le contraire, pourquoi Louis ne peut pas être ignorant des agissements de son frère, pourquoi il ne pouvait pas être dans le déni, pourquoi, à mon avis, Louis est à l'initiative du scénario et du viol. Procédons par étapes. Tout d'abord, le scénario sur ce viol peut être décomposé comme suit. Une approche plutôt habile que Louis assume seul et qui associe le repérage et la séduction pour créer un lien entre le chef de bande, appelons Louis ainsi, et la victime. Comme je disais plus haut, ce lien est justement essentiel car il endort la vigilance de la victime et permet de la conduire jusqu'au contexte protégé du passage à l'acte, sans armes ni contraintes. Louis n'a même pas eu besoin d'insister ni de ruser, car la victime a vraiment cru à un coup de cœur réciproque. Pour le reste, cette situation met en évidence une forme de naïveté qui domine sur l'ensemble des choix rationnels des deux frères. En effet, le frère de Louis et son ami les rejoignent dans l'appartement où, peut-être sortent-ils de leur cachette, et le viol par ses deux complices se passe sans que la victime ne s'en rende compte, puisqu'elle pense être dans une folle nuit d'amour, peu capable de percevoir les changements dans les bras d'un homme qu'elle connaît à peine. Le lendemain, elle se serait réveillée, aurait dit à bientôt à Louis avant de partir et le tour aurait été joué, ni vu ni connu. Enfin ça, c'est le scénario imaginaire, un plan de départ très naïf, comme je vous le disais. Sur le fait de viol lui-même, il n'y a pas d'attaque. Les auteurs ont profité de l'état de non-conscience de la victime pour passer à l'acte. Mais ensuite, ils se doutaient bien qu'elle se réveillerait, puisqu'ils n'ont pas cherché à lui faire perdre connaissance complètement, en la faisant boire davantage par exemple, ou en lui donnant une drogue. Mais cela leur convenait, ils ont simplement considéré qu'elle croirait que ces deux autres hommes, c'était Louis. D'où la nécessité qu'il fasse partie du plan. Évidemment, loin du coma éthylique, puisqu'elle et Louis sont passés à l'eau dans leur fin de soirée, la victime a été rapidement réveillée par la pénétration. Dans ce mode opératoire, on observe un leader non violeur, Louis, mais dont dépend la commission du crime, car c'est lui qui fournit la victime et qui s'éclipse de la chambre pour laisser la place, et un violeur passif, le frère, qui profite des conditions qui lui sont offertes pour passer à l'acte. Un troisième homme attend en caleçon derrière la porte, ce qui suggère le projet naïf de plusieurs viols consécutifs sur une victime seulement endormie, puis qui finalement s'était réveillée. Dans la distribution des rôles, on observe que le frère de Louis et l'autre homme sont des suiveurs, qui n'interviennent pas eux-mêmes sur la situation. Sur la présentation de ces deux auteurs, Louis et son frère observaient au passage le paradoxe
où l'un crée les conditions du crime sans y participer physiquement, tandis que l'autre agit, mais pour autant dans une certaine passivité, comme un suiveur. Cette répartition des rôles en dit long sur la relation fraternelle. Par ailleurs, puisqu'il n'y a aucun recours à la contrainte, par une arme ou des menaces, ni aux drogues pour faciliter le passage à l'acte et se protéger des poursuites, la fameuse camisole chimique, comme dans l'affaire Pellico, les trois hommes impliqués dans la situation semblent avoir considéré que les conditions de départ étaient suffisantes pour berner la victime. D'où mon qualificatif de naïf, qui nous amène à considérer que c'est un premier passage à l'acte et possiblement un plan à peine prémédité. Dans ce cas, on peut imaginer le scénario où Louis, le séducteur, ramène une fille qu'il dira facile à la maison. À son retour, son frère et lui en plaisantent jusqu'à, de manière non prévue, se mettre à marchander. Un passe-roi pour le frère et son ami contre un service, un objet. Louis accepte et la chose se passe dans cette impression d'à peu près très typique des ententes de dernière minute. Personne n'était vraiment prêt, ni n'avait anticipé les couacs du plan et leurs conséquences. À noter toutefois que pour les deux, même dans cette pagaille, il n'y a pas eu de recours à la violence physique ou verbale. La victime est allée porter plainte immédiatement après les faits et a même prévenu Louis en amont de sa démarche sans qu'il change d'attitude. On peut dire que Louis et son frère ont laissé faire la victime. Leur dangerosité est faible, d'ailleurs leur plan a échoué. Quoi qu'il en soit, si je devais me positionner sur cette question de la préméditation, je validerais sans doute le scénario dans ce sens. Mes arguments tiennent d'abord à la rapidité du passage à l'acte entre le moment où la victime s'endort et celui où le frère vient la pénétrer. La femme entre en boîte de nuit à minuit, où elle rencontre Louis, mais pas tout de suite non plus, puis elle arrive au commissariat vers 3 ou 4 heures du matin. Admettons 4 heures. D'après son descriptif des différents temps entre ces deux horaires, s'amuser en boîte, danser, fumer, boire, rentrer en Uber, flirter, discuter avec Louis chez lui, avoir un rapport consenti, je pense que le temps d'endormissement et du viol ont dû être très courts. Il fallait donc que les choses soient prévues d'avance, au moins dans les grandes lignes, car dans un scénario improvisé, il me semble qu'il aurait manqué le temps nécessaire pour la discussion, chercher à se convaincre ou à s'encourager, se mettre d'accord et s'organiser à minima. Autre élément qui me semble plaider en faveur de la préméditation, c'est ce deuxième homme en caleçon derrière la porte, dont la présence n'interroge pas Louis, et le fait qu'il ait accepté de partager sa conquête, ce qui questionne sur son intention lors de la phase de séduction, comme évoqué plus haut. Revenons-en alors à ma première question puisqu'il est temps d'y répondre. Pourquoi je pense que Louis est le leader? Pourquoi son frère lui serait-il soumis et pas le contraire? Déjà, toute la situation dépend de Louis, de sa capacité à ramener une femme au domicile. Or, la dépendance donne du pouvoir à celui dont les autres dépendent. Par ailleurs, après les faits, lors de la phase de déstabilisation, quand on se penche sur les stratégies de défense, on observe que Louis et son frère n'adoptent tous les deux qu'une seule réponse comportementale au même moment, ce qui signe leur complicité. On a la fuite, l'évitement pour le frère, ce qui fait de lui un suiveur, un lâche, et une incrédulité indéflectible pour Louis, qui, à l'inverse, se confronte à la victime. Il adopte donc une posture plus affirmée, plus en force. Pour autant, il ne se positionne pas non plus en chef de bande tout-puissant et méprisant, car il reste loyal avec ses complices. Quelque part, il les protège. Pour réfléchir sur cette question de la hiérarchie entre les trois hommes, j'ai également envisagé l'hypothèse inverse pour vérifier qu'elle ne tenait pas, celle où Louis ramène une femme pour son frère parce que ce dernier serait justement le dominant. Mais cela ne fonctionne pas. Les attitudes veulent du frère de Louis, son côté fuyant, sa mise en échec si facile par la victime, ne collent pas avec les attitudes d'un homme qui domine ses pairs. Et dans ce cas, Louis aurait dû se sacrifier pour sauver la mise de son frère. Il aurait dû prétendre que c'était de sa faute, qu'il avait dit à son frère que c'était la victime qui lui avait demandé un changement de partenaire, par exemple. Mais si le frère de Louis est dominé, en revanche, il tient à l'évidence une position préférentielle par rapport au troisième homme caché derrière la porte, celui qui devait fermer la marche. Enfin,
Et l'hypothèse d'une absence de hiérarchie n'est pas tenable non plus, car il n'est pas anodin de partager sa conquête à son insu. Et le risque pris en organisant un viol de ce genre est trop lourd pour que l'intention de départ ne soit qu'un jeu. Il fallait que quelque chose de plus important en dépende. La position de chacun se jouait forcément. Ensuite, pourquoi Louis ne peut pas être ignorant des agissements de son frère? Pourquoi il ne pouvait pas être dans le déni? Pourquoi est-il forcément complice? L'incrédulité de Louis relève nécessairement de la manipulation, donc de la dissimulation volontaire de ses réelles intentions. Son implication dans l'entreprise de déstabilisation de la victime le confond. Je vous explique. Si l'état d'incrédulité peut se concevoir chez une personne innocente lorsqu'elle est mise face à un événement choquant, cette attitude ne peut pas tenir sur la durée, ni face à la colère tenace d'un interlocuteur. Un mouvement émotionnel plus adapté aurait été que Louis finisse par se fâcher devant les accusations de la victime, par s'indigner ou par s'associer au questionnement de celle-ci pour demander à son frère de rendre des comptes. Ainsi, on peut en déduire que, par son incrédulité persistante, Louis ne cherchait pas à simuler son innocence, car cette posture n'était pas crédible. Donc son intention était ailleurs. Il cherchait à créer le doute dans l'esprit de la victime. C'est une technique de manipulation, la seule possible pour tous les protéger de la dénonciation. À ce titre, la dernière tentative de mise en doute est d'autant plus exagérée qu'elle représentait la dernière chance d'éviter la plainte. Souvenez-vous, alors que la victime lui a hurlé dessus et soit partie en panique en signalant qu'elle se rendait au commissariat, Louis lui écrivait encore de manière trop décalée pour être crédible: « Julie, je n'ai pas compris ce que tu disais, j'espère te voir bientôt, j'ai passé une nuit géniale. » Cette stratégie manipulatoire tente d'affaiblir la conviction de la jeune femme d'être victime d'un viol et par conséquent son sentiment de légitimité pour dénoncer les faits. Parce qu'une victime qui ne parvient pas ou plus à se reconnaître victime hésitera davantage avant de s'exposer à la machine judiciaire en dénonçant un crime. L'attitude de Louis démontre qu'il cherchait à couvrir son frère, ce qui signe sa complicité dans le viol et une attitude de leader qui, même dans le danger, protège les membres de son groupe. Enfin, pourquoi à mon avis Louis est à l'initiative du scénario et du viol? Eh bien, il n'est pas un grand dominateur, il n'en a pas l'arrogance, mais il fallait nécessairement qu'il soit impliqué. Il était hors de sa chambre quand son frère s'y trouvait pour faire croire que c'était lui. Et cela devait se répéter pour celui qui attendait en caleçon derrière la porte, à la vue de Louis. Il devait nécessairement faire partie d'un plan, en avoir connaissance. Sinon, il se serait étonné de cette situation et aurait cru immédiatement la femme lorsqu'elle a hurlé au viol. On peut observer que Louis n'est pas intéressé par la prise de pouvoir direct sur la femme. Il préfère séduire, ce qui lui confère un pouvoir sans recourir à la violence, même verbale, tout comme partager sa compagne lui confère un pouvoir implicite envers les deux autres hommes. Le rapport non consenti ne représente pas une source d'excitation pour lui, mais il est aussi coupable que son frère car il participe et permet le viol. À ce titre, il voit la femme comme un objet dont on se sert et peu importe pourquoi, se narcissiser, se poser en leader, peut-être en faire un objet de chantage. Pour moi, cet auteur complice n'a pas le goût du viol lui-même, mais il instrumentalise la victime pour son propre pouvoir, celui qu'il tire de la redevabilité de son frère et du troisième homme. Louis agit ainsi comme un chef de bande non violent. Behold him seated in his glory, the man who wants to be a king. Always the same old story. They plundered while we toiled. Fruits of the workers' toil are buried in bank accounts. Passons maintenant à une notion de psychocriminologie. Pour cet épisode, je vous propose de nous pencher sur l'évaluation des risques. Lorsqu'une affaire de viol est traitée par la justice,
On demandera à un expert, psychologue ou psychiatre d'évaluer différents risques qui vont aider à statuer sur la peine et les éventuelles mesures à préconiser pour les suites, comme un suivi socio-judiciaire, une injonction de soins, une peine de prison ferme ou plutôt du sursis, etc. Il existe trois indicateurs de risque. Celui de la victime, ou autrement dit son degré de vulnérabilité, celui du niveau de risque pris par l'auteur et celui de la dangerosité de ce dernier, notamment en termes de récidive. L'ensemble nous fournit une sorte de mesure de gravité sur le profil de l'auteur, son efficacité, sa fréquence de passage à l'acte, les dommages causés à la victime, comme une tendance aussi au sadisme, une forme de machiavélisme dans le mode opératoire ou le repérage de ses victimes. Pour illustrer cette notion, commençons par le niveau de risque de la victime dans ce cas. Il s'agit d'évaluer à quel point elle est vulnérable. Si elle l'est beaucoup, le modus operandi n'a pas besoin d'être très sophistiqué pour fonctionner. Et inversement, si elle est peu vulnérable, il faudra que l'auteur emploie des moyens plus forts, plus maîtrisés, plus aguerris, ou qu'il ait plus d'habileté intellectuelle ou pratique. Les facteurs de vulnérabilité chez une victime peuvent être sa situation au moment de l'attaque, être seul ou noyé dans une foule par exemple, ses attitudes comportementales avec une tendance à l'inhibition, ne pas oser dire clairement les choses, ou à l'inverse une tendance à adopter des conduites à risque, comme c'est souvent le cas chez les personnes qui ont déjà été victimes, telles que boire de l'alcool à l'excès, suivre un inconnu chez lui. Cela peut aussi être des éléments de fait, comme l'âge, la position de subordonné ou de dépendance dans la relation avec l'auteur, comme un élève avec son professeur, un enfant d'une famille croyante avec un prêtre, une patiente avec son médecin ou son psy, un partenaire amoureux avec son conjoint, etc. Être d'une autre culture, souffrir d'une déficience intellectuelle, d'un trouble psychiatrique ou tout autre handicap physique sont aussi des critères de vulnérabilité. Je le rappelle encore toutefois, car il est fondamental que ces éléments ne soient pas dévoyés à nourrir les absurdes poncifs de la culture du viol, tous ces facteurs de vulnérabilité chez la victime ne représentent jamais une part de responsabilité chez cette dernière dans ce qui va lui arriver, car l'intention et la responsabilité du viol appartiennent toujours tout entière à l'auteur et à lui seul. Maintenant, mettons en perspective ces éléments avec notre victime. Elle est adulte, bien insérée socialement, mène une vie sans prise de risque particulière et se trouve accompagnée de ses amis hommes lorsqu'elle sort en boîte une veille de jour férié. Le seul élément qui pourrait la rendre vulnérable ce soir-là est relatif à sa consommation d'alcool qui apparaît conséquente. Plusieurs bières, margaritas et whisky coca. Elle précise toutefois qu'elle ne s'est jamais sentie en faiblesse. De son côté, Louis a approché la victime par la séduction et ils ont bu de l'eau une fois à son appartement. L'état d'alcoolémie de la victime n'apparaît donc pas vraiment comme un facteur de vulnérabilité dans cette situation. Toutefois, il est possible que Louis ait présumé que le sommeil de sa conquête en serait plus profond. Mais encore, ils ont bu de l'eau avant de se coucher, aussi nous ne retenons pas cet élément comme un facteur de vulnérabilité repéré ou utilisé par l'auteur. Il apparaît donc que seule l'entreprise de séduction et le sommeil ont pu mettre la victime dans une légère vulnérabilité. Seulement légère, car pour le sommeil, le mode opératoire naïf emprunté par Louis et son frère était loin d'être imparable et que la rencontre très récente avec Louis ne peut créer qu'un lien de confiance encore fragile. Elle le connaît peu, elle peut encore assez facilement douter de sa bonne foi. Les facteurs de vulnérabilité sont ensuite à mettre en lien avec les facteurs de protection de la victime. On va faire une espèce de balance entre les deux. Ici, on relèvera l'âge adulte, la situation bien ancrée dans la vie active, un tempérament affirmé et fonceur, et le fait que la victime n'a jamais encore été victime d'un viol. Sur ce dernier point, cela signifie que la jeune femme n'a pas été entravée dans sa réaction par des mécanismes de réminiscence traumatique, de dissociation ou de schéma de soumission qui sont un obstacle puissant pour parvenir à analyser et à réagir à une situation d'agression.
En effet, la jeune femme doute un peu sur de brefs moments lorsque Louise tente de faire vaciller sa conviction, mais elle parvient à maintenir un comportement et un objectif fort adaptés à la situation, c'est-à-dire d'aller s'en remettre immédiatement aux autorités. Il convient également de noter que cette dernière a trouvé des points d'appui extérieurs importants avec un fort soutien des autorités et de son cercle d'amis qui l'a accompagnée dans sa démarche en justice. En conclusion, on peut dire que la victime a un niveau faible de vulnérabilité. Maintenant, voyons le niveau de risque pris par les auteurs. Il me semble élevé, car Louis et ses compères passent à l'acte sur une victime qui est certes endormie, mais qui n'est ni inconsciente ni vulnérable. Par ailleurs, malgré l'obscurité de la nuit, la confusion attendue de la part de la victime entre le frère et Louis apparaît naïve. Louis est très présent dans l'interaction, séducteur quand son frère est fuyant. Aussi, il semble que le seul moyen de tromper réellement la victime aurait été qu'elle soit complètement inconsciente, qu'elle ne puisse pas se réveiller. Cette agression met donc en évidence une faible capacité à contrôler l'autre, à maîtriser et limiter la prise de risque, révélatrice d'une probable inexpérience. Cette situation nous semble pouvoir correspondre à un crime d'opportunité mal planifié, à un premier passage à l'acte, certainement avant tout révélateur de la dynamique relationnelle entre les deux frères, plutôt que de la mise en évidence d'une probable trajectoire transgressive à venir. Enfin, observons le risque de récidive, aussi appelé dangerosité. Évidemment, il y a quelque chose de l'instrumentalisation de la femme dans le comportement des deux frères, vision à laquelle adhère aussi forcément le troisième homme. Mais le viol décrit par la victime apparaît si inexpérimenté et naïf qu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une première fois. Par ailleurs, rien n'indique dans les attitudes adoptées par les deux frères qu'ils puisent dans le recours au viol une satisfaction particulière vis-à-vis de la victime. Autrement dit, qu'ils trouvent une gratification sexuelle spécifique en ayant recours au viol. Je vois plus dans cette scène une entente entre amis aux dépens d'une femme. Le passage à l'acte est bancal, inefficace, et l'effort pour retenir la victime de la dénonciation ne semble pas soutenu par une forte conviction ou l'usage de moyens plus puissants comme la menace ou l'attaque verbale. L'inefficacité des comportements adoptés dans l'après-coup, la fuite, l'incrédulité feinte, les SMS confusionnants, met en évidence des tentatives aussi malhabiles pour se protéger que pour passer à l'acte. L'échec de l'entreprise dans son ensemble pourrait dissuader les deux frères de retenter l'expérience. Il n'y a pas de recours à la violence, physique ou verbale, même quand la victime prévient qu'elle va les dénoncer. Tous les moyens ne sont pas bons pour eux, pour violer ou pour se protéger d'être dénoncés. Donc globalement, ils sont lâches, mal organisés et fuyants. Notez que Louis s'est expatrié pour éviter un procès, enfin plutôt il est retourné dans son pays d'origine. Mais le niveau de dangerosité apparaît donc faible. Nous avons donc pour conclure des auteurs qui ne semblent pas spécifiquement excités par le non-consentement. Sans doute espérait-il que la victime participe en pensant que l'homme qui l'a pénétré était Louis, qui maîtrisent mal la situation et qui choisissent une victime apte à réagir et se défendre. Pour clore ce podcast, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce que d'avoir déjà été violé a une incidence, positive ou négative, sur le comportement de la victime, ses réactions lors d'un viol ultérieur ? Cette question concerne la situation où une personne a été violée une première fois, puis au cours de sa vie, plus tard, est à nouveau violée. J'entends déjà certains dire que ce serait vraiment pas de chance. Et pourtant, c'est une situation fréquente. On parle de victimisation multiple. Avant d'en exposer les effets, il me faut vous expliquer pourquoi cette situation est fréquente et en revenir aux critères de vulnérabilité des victimes qui sont généralement repérés très facilement par les auteurs de violences sexuelles. Parmi ces critères,
On a bien cité le fait d'avoir déjà été victime, car les effets post-traumatiques vont conduire la victime à s'abandonner elle-même, à même éventuellement rechercher, inconsciemment bien sûr, les situations violentes qui vont activer ces mécanismes de dissociation qui ont pour effet de lui apporter un répit dans son mal-être. C'est une façon d'arrêter de vivre momentanément, d'endormir la souffrance psychique et la mémoire corporelle du viol sans en arriver à se suicider. Et c'est ce qui engage si souvent les victimes à adopter des conduites à risque. D'autres symptômes post-traumatiques peuvent être les phobies, les TOC, les difficultés identitaires, la perte d'estime de soi qui influence négativement les prises de décision, le recours à l'alcool et aux drogues pour endormir là aussi la terreur enfouie. Alors oui, malheureusement, pour répondre à votre question, avoir déjà été victime d'un viol a une incidence sur le comportement de la victime lors d'un viol ultérieur, et les agresseurs le savent bien. Ainsi, la victimisation multiple amenuise les capacités à se défendre physiquement avec les effets de la dissociation, mais aussi psychologiquement à cause des croyances de culpabilité et de fatalité. La personne se défend moins et elle dénonce ou alors elle évoque les faits à des proches encore moins qu'après un premier viol. Cependant, pour finir sur une touche moins négative, c'est pas une fatalité. Si la personne soigne son trauma, ses traumas et les effets de ceux-ci sur son image d'elle-même, dans sa mémoire corporelle et ses croyances, elle peut en devenir plus forte face à d'autres tentatives d'agression. Elle peut ensuite, mieux qu'une autre, peut-être même repérer le vrai danger et s'en protéger. J'espère d'ailleurs que c'est un peu l'effet que ces podcasts produiront. Vous donner la force d'aller parler de ce qui vous est peut-être vous-même arrivé. Voilà, on arrive au terme de ce 3e podcast, auteur de violences sexuelles derrière le masque. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Whether or not you accept it, you are part of it.